Bonjour tout le monde. Alors, un sujet qui a retenu beaucoup d'attention ces dernières semaines, le dossier autochtone. Et ce dossier est essentiellement géopolitique canadienne. Donc, je voudrais, on a avec nous encore une fois Jean-Claude, Oui. qui va nous expliquer le côté politique, les impacts de ce qu'on vit là, en ce moment au Canada. Bon, c'est très important que ce qui se passe, c'est pratiquement des lignes de force qui montent et puis qui viennent de se confronter sur des intérêts énormes. Il y a les intérêts des Autochtones, puis tout le contentieux historique avec le gouvernement canadien par rapport à leurs droits territoriaux. Et aussi, il y a, en même temps, il y a le dossier géopolitique de l'énergie, l'Alberta qui a ses ressources qui sont enclavées, puis qui a un problème pour les sortir. Et puis là, ça vient se croiser, ça. Maintenant, pour comprendre ça, le jeu des acteurs là-dedans, pour avoir un cadre, pour comprendre qu'est-ce qui se passe là, puis que ces tensions-là sont permanentes et puis comment ils peuvent se résoudre. On est dans la géographie, OK? C'est juste pour te dire, hein, au moment où on est en haute tension sur les blocages, au Québec, les cris sortent avec le premier ministre du Québec pour sceller une entente de nation à nation. Et le libellé de cette entente-là, c'est la Grande Alliance. Là, ça te ramène là, à l'histoire, à la Grande Alliance avec Champlain, puis le grand chef Anada Bijou, tout ça, puis une entente qui avait été conclue à la cour d'Henri IV avec des montagnais venus en ambassade. OK? Là, c'est comme, tu vois, l'écho historique. Un levier historique. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors ça, c'est une donnée de la géographie. Pourquoi? Parce qu'on a des énergies propres. Et la base territoriale des Cris et des Inuits est assez large pour avoir un potentiel de richesse pour nourrir tout ce monde-là. Et ça leur prenait le levier de l'État du Québec pour la mise en valeur du territoire. OK? Alors ça, eux autres sont là, puis ils sortent. Les Cris, ça m'a étonné qu'ils sortent en même temps que la tension était au maximum avec les blocages parce que normalement, il aurait dû attendre après que cette crise-là soit résorbée pour montrer une certaine solidarité avec le frère, OK? Mais c'est pas le cas. Maintenant, ailleurs, on a les chefs héréditaires qui rentrent dans le tableau, parce qu'on les a pas vus, eux autres. Hein? Non, puis là, on découvre là, c'est comme les chefs de bande et les chefs héréditaires. Là, on commence à faire la différence. Ça paraissait comme un résidu folklorique d'une culture ancestrale qui est en train de s'éteindre. Et puis là, soudainement, ça devient le déclencheur de cette crise-là. Hein? Oui. Parce que sur le parcours là, concernant le litige là, en Colombie-Britannique du gazoduc, là, tous les Autochtones, les groupes avaient signé, étaient d'accord, y compris ce groupe-là. Là. Et puis, là, les chefs héréditaires disent non, la terre. La terre. Alors là, la résistance, c'est l'enracinement à la terre. C'est ça le message, là, OK? Oui. Et c'est ça qui était, ça s'appelle le nomos de la terre, les normes de la terre. Et puis moi, j'étais à la CJB Mononé, puis il y a un chef héréditaire Mohawk qui est venu, M. Stewart, et puis il parlait de ça, puis on comprenait qu'il y avait un lien très fort à la terre, puis c'est là qu'il prenait ses normes. Et puis, lui, il disait, les groupes qui viennent, ONG, sympathiques aux causes autochtones, puis tout ça, il dit, pour lui, ça faisait partie de la matrice qui était un résidu du colonialisme, là. Et donc, cette matrice-là. Et puis, il disait, ça m'étonnait, il dit, pourquoi je suis ici à SSJB? Il dit, ce qu'on a en commun, la parole d'un chef héréditaire, là, et puis la nation historique, là, les Québécois. Quand il parlait des Québécois, là, il ne parlait pas de la nation civique. Là. Il parlait de la nation l'origine. historique. Oui. Il dit, on est les deux enracinés sur la terre.
Il dit c'est ça, là, OK? Alors donc, tu vois que cet aspect-là qui était oublié revient pour réclamer ses droits. Et là, ça déclenche. Parce que là, on peut parler des autres. Eux autres, ils interviennent parce que le gazoduc passe sur leur territoire. Ça les fait réagir. On est en géographie. Oui. Les Mohawks viennent. OK? Qu'est-ce qui arrive avec les Mohawks par rapport à la géographie? C'est que les Mohawks, ils ont, suite à la guerre d'indépendance, ils étaient dans le mauvais camp. Ils étaient dans le camp de la couronne britannique. Et puis donc, leur territoire ancestraux, c'est la vallée des Mohawks. Mais là, ils ont eu à se déplacer. OK? Et là, ils ont des petites portions de territoire. Et c'est pas des bases territoriales où ce que tu peux tirer suffisamment de richesse, de mise en valeur pour dire tu vas nourrir ton monde. OK? Et il y a une partie de ça qui se passe. Ils occupent, sont à cheval sur une frontière. C'est ça leur avantage. Fait que, pour tous ces gens-là, on a la politique de sa géographie, disait Clausewitz. Alors là, regarde, ils vont faire commerce, OK? Ils vont faire commerce. Et puis, eux, ils ont, dans leur culture ancestrale, pourquoi ils ont cette structure politique-là, le matriarcat, les mères de la longueur, etc., parce que ça tenait au mode de production historique qu'il y avait, qui était, eux autres, étaient des cultivateurs, ils n'étaient pas des chasseurs-cueilleurs. Sédentaire, oui. C'est ça. Donc, sédentaire, et donc, c'est ce lien à la terre-là, le nomos de la terre, qui fait apparaître ces institutions politiques-là. Comprends? Oui. C'est ça. Oui. La terre est la mère du droit. OK. OK, c'est ça. Alors donc, c'est ça qui se confronte. Mais gars, on parle d'intérêt, là, OK? Parce que là, on est en politique, OK? Donc, intérêt, rapport de force. Oui. Effectivité. C'est ce qu'on assiste en ce moment et qui est mal compris. Oui, oui. Puis là, regarde, pendant que c'est des lignes de force qui sont portées par la géographie et l'histoire. Oui. OK? Qui montent en tension. Là, on peut-tu dire que c'est en haute tension? De part et d'autre, OK? Oui. Et puis, le contexte que ça crée, c'est que pour eux autres, ils s'en viennent sur le contentieux historique, les droits territoriaux, etc. Là, ça vient big, OK? Et un dommage collatéral, c'est que de l'autre côté, l'Alberta, Saskatchewan, eux, ils ont un projet qui représente beaucoup d'espoir pour eux autres, et puis qui en ont fait un do or die pour Ottawa. Là. Ah oui, on l'a vécu aux dernières élections fédérales. On parle de Tech Frontier, ah oui. OK? 20 milliards d'investissements, 70 milliards de revenus pour l'Alberta sur le long terme, etc. Regarde. Et là, la compagnie sort communiqué. Ils ont 1 milliard d'investis pour arriver à faire rentrer dans tous les critères de la réglementation, etc. Puis là, ils disent, on est obligé de débrancher. On est dans un contexte où l'État n'est plus fonctionnel. C'est ça. OK? L'État ne peut pas nous garantir que si on vient, on investit, on est dans un cadre qui est prévisible. OK? Qu'un groupe, quelque part, va sortir et va faire dérailler des projets qui portent sur des dizaines de milliards. Dans un contexte comme ça, les investisseurs ne voudront pas aller au... c'est le message. Oui. C'est un message terrible. Oui, d'une faiblesse de l'État canadien qui ne peut rien mener. Là. C'est quand tu as un projet de même, que le gars débranche puis te dit, gars, on a un problème parce que finalement, qu'est-ce qu'il te dit? C'est comme un peu le tiers-monde. T'en vas investir là, c'est l'État de droit, la fonctionnalité de l'État, etc., c'est problématique, OK? Donc, c'est déjà un facteur d'inhibition par rapport à ton intérêt pour investir là. Alors donc, il y a ça. Et là, le message qui est sous-jacent, c'est où est le leadership politique? Parce que pendant que ces tensions-là montent, sont au maximum, OK? Puis ils ne vont pas se résorber facilement, hein? Le leadership au Canada n'a jamais été aussi faible. OK?
Puis le Trudeau, Justin Trudeau, là, quand ça va bien, le gars, la politique spectacle, il est très bon, là, il a fait du théâtre, puis il paraît bien, puis c'est ça, c'est facile, OK? Oui. Quand tu arrives dans la réelle politique, puis tu as des tensions qui sont cumulées par l'histoire, puis qui arrivent là, et puis que là, il faut t'arbitrer tout ça. Là. C'est pas le temps de partir en Afrique. Non. Là, regarde, il est pas... fait que là, ton leadership, puis là, de l'autre côté, il est minoritaire. De l'autre côté, le Parti conservateur est à la recherche d'un chef. Oui. OK? Non, là, c'est un leadership politique au Canada qui est très faible au moment où tu aurais besoin d'un leadership très fort, mais vraiment fort, OK? Avec des visions historiques, puis des capacités de brasser, des choses qu'il n'y a personne d'autre qui ont réussi à résorber parce qu'ils l'ont trop pelleté par en avant. Et puis, oui. Dans ce contexte politique-là, avec la crise autochtone, on voit aussi l'axe Est-Ouest, cet axe économique-là qu'on a voulu tant développer au Canada. Et là, on commence à s'apercevoir que les axes Nord-Sud commencent à reprendre le dessus. On voit là que c'est dur à gérer, d'essayer. Là, un problème de la Colombie-Britannique vient créer des problèmes dans l'ensemble du Canada. Donc, moi, j'ai dit, on assiste peut-être à une implosion du Canada, mais tu semblais dire plus que c'était une démonstration de la faiblesse, entre autres de la Constitution de 82, là. Ouais. L'inefficacité de cette Constitution-là, les faiblesses qui ressortent. Bien, c'est que il y a le plus gros challenge, le plus gros défi à la Constitution de 82, c'est pas le Québec, c'est l'Alberta et la Saskatchewan. Oui. Présentement, il y a un groupe, il y a 4 députés d'élus là-dedans de l'Alberta, de Buffalo Declaration, OK? Buffalo Déclaration. Vous pouvez faire ça, OK? Eux autres sont en train de structurer une réflexion politique pour se réinventer comme une nation, comme État. Parce que le Buffalo, en fait, c'était la Saskatchewan et l'Alberta, qui était un territoire intégré, unifié, etc., et qui a été divisé par le processus... Officiellement. Oui, c'est ça. Et là, donc, ils cherchent, eux autres, à refaire leur corps. Et puis de là, ce qui est en train de monter là-bas, et avec le projet de 20 milliards qui a été flushé, tu comprends-tu? Oui. Puis que pour eux autres, gars, c'est parce qu'il n'y a pas de leadership à Ottawa, OK? Alors donc... Eux autres, là, ils sont en train de se donner une doctrine politique, tu sais. Il y a le Wexit, tout ça, mais ça, c'est une radicalité qui n'a pas de réalité politique pour le moment, OK? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de la réalité politique? C'est que ces groupes-là montent, et puis qu'est-ce qu'ils mettent en question, eux autres? C'est la Constitution de 82. Donc, tu as déjà des montées en force, là, OK, qui brassent la Constitution de 82. Oui. Il y a un moment donné, là... Jason Kenney l'a menacé à son élection en Alberta. Les deux, aussi Nolte, qui était là, les deux étaient d'accord avec ça. Hein, c'est parce qu'eux autres, tu voyais que, ça ne fait pas la première fois, là, ils menaçaient d'ouvrir une ronde constitutionnelle, ce qui est absolument... pas envisageable par Ottawa. Pourquoi? À cause du souvenir de la ronde du lac Meech, OK? Puis qui a mené à la grande vague bleue et au référendum de 95. Fait qu'ils veulent pas rejouer dans ce film-là pantoute à Ottawa. Et c'est pour ça que Kenney menaçait. Et ici, moi, j'avais fait 2-3 capsules sur le Kenney, le deal secret avec Trudeau, finalement, pour enlever cette proposition-là d'un référendum qui ouvrait une ronde constitutionnelle. Mais lui, là, ils ont une commission, genre commission Bélanger-Campeau, oui. La même affaire qu'on avait faite au Québec au moment où le lac Meech, il avait coulé dans le lac, le projet. Là, c'est en train de se faire en Alberta, ça? Oui, puis ça va être le mois prochain, ils produisent le rapport, clair. OK? Mais son entente secrète avec Trudeau, ça a été qu'on enlève toute proposition qui suppose une ronde constitutionnelle. En contrepartie, dans le budget fédéral qui va venir, il va y avoir un 2 milliards qui s'en va, tu comprends-tu, pour rééquilibrer la misère de l'Alberta, etc. OK? Donc, c'est ça, là, OK? Mais derrière Kenney, là, il y en a qui
ils ont encore bien plus la bave à la gueule, OK? Ils se sont fait temporiser par Kenney avec sa petite commission. Mais Kenney les a allumés. Oui, mais il les a allumés, mais là, lui, il s'est dit « Je suis un patriote canadien ». Bon, OK, mais à l'arrière, là, c'est pas ça, OK? Parce que là, il va se faire pousser derrière. Il a fait la même manœuvre que Bourassa quand il a fait la commission Bélanger-Campeau pour prendre la grande vague bleue puis l'éteindre tranquillement, tu sais, en disant, gars, on va faire une grande salle de thérapie, venez toutes là, puis on va parler de ce qu'on a dit, puis gars, c'est ça. Alors donc, mais ça restera pas là, parce qu'en arrière, là, ça pousse, là, OK? Oh oui, ça l'a servi à son élection, mais là, il fait face à la réalité. Ben oui, c'est ça, parce que là, gars, il pousse pas assez loin, il n'est pas à niveau avec la vague de mécontentement qui prend de plus en plus de consistance, mais qui cherche un cadre politique qui est jouable, OK? Dans cette... moi, j'ai consulté le site de Buffalo Declaration, puis il demandait aux gens, voulez-vous nous envoyer des suggestions? Ben, oui, je vais t'en envoyer une. J'ai envoyé la suggestion. Oui, participer, certainement. Ben ce sont des alliés. Oui. Des alliés, puis des alliés objectifs qu'on néglige. Pourquoi? Parce que c'est un autre débat. Oui. On est des provinciaux, puis nous autres, on est des progressistes, puis là, il y a des conservateurs, puis là, je ne veux pas y voir, OK? Alors moi, bon, 20 lignes, OK? Là, en anglais, c'est bon. Oui, ça va. Mais... Tu sais, c'était un anglais brouillonné, mais c'était assez clair. Ce que je disais, c'est, gars, vous allez brasser, vous allez vous lamenter, mais si vous décidez de reprendre votre pouvoir de taxation directe qui vous a été enlevé lors de la grande crise puis de la Grande Guerre, la Deuxième Grande Guerre, qui était de juridiction provinciale, vous dites que vous vous faites avoir de 20 milliards par année par Ottawa, vous venez de régler le problème. C'est ça. OK? Oui. C'est ça. J'ai dit, là, cette centralisation fiscale-là, ça a fait passer le statut de 1867, Confédération, qui disait à fédération, juste par la centralisation fiscale. C'est ça. Et j'ai le document. Oui. Où ils le disent. Oui. Puis tu m'en avais parlé de ça, puis c'est ça, là. Ils nous ont menacés avec la péréquation, et toi, tu dis, d'accord, on va l'annuler, la péréquation, puis on va reprendre notre pouvoir. Oui, c'est ce que je disais dans le commentaire. J'ai dit, vous pouvez avoir des alliés avec le Québec. Oui. Parce qu'il y a eu une lutte historique pour qu'on récupère notre pouvoir de taxation directe. Tu comprends? Alors, là, la logique, c'est, gars, qu'on cherche un porteur de ballon, là. Oui. Jean-Claude, c'est là que j'ai essayé de l'expliquer aussi à plusieurs que c'était la menace de Jason Kenney de couper la péréquation si on n'acceptait pas l'oléoduc. C'était vraiment du chantage de bas niveau. Que oui, moi, je serais embarqué là-dedans. Oui, tu veux remettre en question la péréquation, on va faire une ronde constitutionnelle, puis on va en parler du pouvoir de taxation puis d'imposition au Canada qu'on nous a enlevé à la Deuxième Guerre mondiale et que Duplessis s'est battu par la suite pour aller en rechercher un petit 10 %. Ben oui, Duplessis, Lesage, Daniel Johnson et les autres, j'ai tout l'historique. C'est ça. Et, regarde, on va le faire sur un moment donné. Ah oui? À un moment donné, on va donner une chance aux coureurs, là. Oui. Ouais. Puis, finissons la crise canadienne. Bref, là, c'est en train de péter de partout. Il y a des intérêts économiques divergents entre le Québec et le Canada pétrolier, entre autres. Oui, parce que, tu sais, il faut faire une distinction entre des separages verbales. Tu sais, quand il y en a un qui s'est pris avec l'autre, puis on fait une petite crisette, là, puis tout ça, tu comprends-tu? Là, tu as les lignes de force avec des intérêts divergents qui se confrontent, et c'est des intérêts majeurs, et les rapports de force sont dans la mesure de ces intérêts-là. C'est très simple, OK? Puis là, on n'a pas fini avec ça. On n'a pas fini avec ça. C'est très, très grave ce qui se passe. Mais tout ça affaiblit le pouvoir central. Et là, les souverainistes, je ne sais pas ce qu'ils font de ce temps-ci, là. Vont-tu être prêts? Mais face à cette crise-là? C'est ça. Parce que, dans le cas de la péréquation, il était dans le champ. Là. 0 sur 10. OK. Le camp souverainiste, unanimement, a défendu la péréquation. Ah. La péréquation qui est le ciment de la Constitution de 82. C'est ce qui leur reste à peu près. Oui, parce que ça, c'est le ciment de la Constitution de 82. On va rentrer là-dedans à un moment donné. Et
Celui qui l'avait compris, c'est celui qui l'a mis en place, Louis Saint-Laurent. Louis Saint-Laurent, puis c'est sur Radio-Canada, j'ai le document, il dit, on est au milieu des années 50, là, Duplessis, il tire, tu comprends-tu? Puis l'autre, il tire sur l'autre bord, puis Louis Saint-Laurent dit... Si le Québec récupère son pouvoir de taxation directe... Qu'on lui a enlevé avant. C'est ça, pour effort de guerre, puis qui était supposé revenir, puis qui n'est n'est jamais revenu. OK, c'est ça, là. C'est ça. La game se joue là. Duplessis s'en rappelait, lui. Ben lui, Duplessis avait toutes les clés pour comprendre ça. Les autres, aujourd'hui, non. OK? Non. OK? Quand tu vois les souverainistes défendre le ciment de la fédération, gars, ça va pas bien, là, dans lecture politique. C'est très pénible à entendre. Oui. Donc... Louis Saint-Laurent, il dit, si le Québec récupère son pouvoir de taxation directe, il l'a dit, cité par Radio-Canada, ça met l'unité du pays en danger. Là, on est dans les années 50. Là. On leur enlève la sacoche. Ben oui, on est dans les années 50. Oui. Parce que les champs de juridiction canadiennes versus les responsabilités que les provinces ont, la santé, l'éducation, qui sont les deux principales enveloppes de dépenses de nos gouvernements, le fédéral se permet même de jouer là-dedans parce qu'on y en donne trop. Hein? Des responsabilités que la Fédération a. L'historique de la captation fiscale, au moment où Ottawa s'en parle de ça, c'est que ça devient son premier poste de revenu, puis son premier poste de dépenses sont dans les affaires sociales des provinces. C'est pas compliqué, là. Tu sais, je veux dire, si tu y enlèves ses moyens, là, va-tu sortir, lui, là? Non. OK? Et donc, ce que tu as, c'est des rapports de force. OK? Ottawa s'est donné un rapport de force avec la captation fiscale. Point final. Et là, il devient le tuteur de tout le monde. Et puis là, toi, t'es là. Puis à chaque fois, tu vas voir ici, tous les argumentaires fédéralistes, comment tu dis? Ouais, mais là, on a en péréquation le 13 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire, là, le 13 milliards? Puis il n'y a pas personne qui vient dire, regarde, on va faire le tableau. On va vous faire le tableau. Mais j'espère que quelqu'un va le faire. C'est ça. Mais pour revenir à... Notre crise autochtone, on va conclure là-dessus. Ben oui. La Constitution de 82 est touchée parce que, tu sais, Ray Bolt, là, quand... Oui. Elle a brassé, là. Oui, elle s'est mise au ministère de la Justice et pas aux Affaires autochtones. Pourquoi? Parce que la Constitution de 82, il y a un article 35 sur les droits ancestraux, qui prenait tous les traités historiques, OK, puis il les mettait sous la coupe de l'article 35. Et elle, en tant que procureure générale, là, elle a fait une description des grands principes qu'elle a guidé les procureurs du fédéral dans les litiges avec les Autochtones. Et là-dedans, elle reconnaît le droit à l'autodétermination et le fait qu'ils traitent de nation en nation. OK. C'est ça qui doit revenir. Tu comprends? Oui. Elle est en arrière. Elle est en arrière du rideau. Puis là, je l'ai lu, ses directives. Tu comprends? C'est article 35, OK. Les Autochtones, les droits historiques. En plus, la prépondérance de preuves. Tu sais, quand il dit oui, mes ancêtres étaient ici depuis 1000 ans, tu sais, je veux dire, il y a une coche, un arbre, peu importe, ça, c'est la preuve, tu sais. C'était plus la règle de preuve habituelle. OK. Tu sais, les paroles faisaient prépondérance de preuves, etc. Bon, elle facilitait toute l'affaire pour que... Et là, on est là. Hein? Elle est partie. Et puis, il y a eu des réactions derrière, hein, parce qu'elle portait de l'espoir. Oui. Et puis, là, peut-être qu'on a une ronde qui est presque constitutionnelle, là, encore une fois. Oui, hein? Ces lignes de force-là viennent taper sur la cage à castor de 82. Oui, c'est ça. Donc, à suivre. Merci, Jean-Claude.